Le message qui est arrivé à 1 heure du matin le 8 décembre 1941 contenait seulement 11 mots. Mais ces 11 mots allaient bouleverser toutes les hypothèses sur lesquelles le Japon avait construit sa stratégie de guerre. Le Premier ministre Hideki Tojo se tenait dans le centre de communication souterrain, fixant la transmission décodée comme si elle était écrite dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. « 33 minutes, murmura-t-il. C'est impossible. » Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire en disant d'où vous regardez. Maintenant, détendez-vous, prenez votre café et profitez de cette histoire. La transmission cryptée est arrivée à 1 heure du matin, heure de Tokyo, 9 heures après que les premières bombes soient tombées sur Pearl Harbor. Dans le centre de communication sous le quartier général impérial, le Premier ministre Hideki Tojo restait immobile, observant les mains du décodeur trembler, tandis qu'il transcrivait chaque mot. L'attaque avait dépassé tous les objectifs tactiques. 6 cuirassés détruits ou paralysés, des centaines d'avions anéantis. La capacité pacifique américaine dévastée en une seule matinée. Chaque officier dans la salle s'attendait à ce que ce moment apporte la célébration. Au lieu de cela, le message de Washington portait quelque chose que personne n'avait anticipé. Le Congrès des États-Unis a terminé son vote. Le décodeur lisait, sa voix vacillante. Chambre des représentants, 388 pour, 1 contre. Sénat, 82 contre 0. Le temps total écoulé entre le discours du président et la déclaration de guerre, 33 minutes. La salle tomba dans un silence absolu. Tojo ressentit un changement sous lui comme si le sol de béton était devenu liquide. 33 minutes. Pas les semaines de paralysie politique garanties par le renseignement japonais. Pas le débat fracturé paralysant la réponse que toute leur stratégie nécessitait. 33 minutes d'unité d'une nation que les planificateurs de Tokyo avaient juré être trop molle, trop divisée, trop démocratique pour agir avec décision, dit doucement Tojo. Le tremblement du décodeur s'intensifia. Le ministre des Affaires étrangères, Shigunori Togo, s'avança, tenant des extraits traduits du discours de Roosevelt au Congrès. Son expression avait quelque chose que Tojo n'avait jamais vu auparavant. Une peur sincère. Tojo prit les papiers. Le discours de Roosevelt ne contenait aucun langage diplomatique, aucune marge de négociation, aucune trace des tergiversations démocratiques que les planificateurs de guerre japonais raillaient dans chaque session stratégique. Au lieu de cela, 6 minutes de colère contrôlée. Une date qui vivra dans l'infamie. Pas pourrait vivre, vivra. Le président ne demandait pas la permission du Congrès. Il énonçait un fait historique. L'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de l'attaque de Pearl Harbor, avait été convoqué du ministère de la Marine. Lorsqu'il entra dans la salle des communications à 1 heure du matin, Tojo lui tendit le message décodé sans dire un mot. Yamamoto le lut 2 fois, puis leva les yeux, semblant avoir vieilli de plusieurs années et minutes. Dit doucement Yamamoto. Ils ont agi plus vite que toute démocratie dans l'histoire connue. Ce n'est pas la réponse d'une nation cherchant des conditions, Premier ministre. C'est la réponse d'une nation qui a reçu la permission d'arrêter de se retenir. Dans ce centre de commandement souterrain entouré de cartes affichant les conquêtes pacifiques japonaises dans le Pacifique, chaque hypothèse qui avait guidé le Japon vers la guerre commença à se fissurer. Les rapports de renseignement avaient promis l'isolationnisme américain, la division politique, les mouvements anti-guerre empêchant une action décisive. Mais la rapidité du vote du Congrès révélait quelque chose de terrifiant. Le Japon n'avait pas attaqué une nation divisée. Il l'avait unifiée. Les 33 minutes n'étaient pas un processus politique. Elles étaient une déclaration d'engagement total d'un pays qui venait de se transformer, d'une démocratie pacifique, en quelque chose que les planificateurs japonais n'avaient jamais pris en compte dans leurs équations. Une puissance industrielle unifiée, avec une clarté absolue d'objectifs. Pour comprendre à quel point le Japon avait mal jugé la réponse américaine, il faut d'abord comprendre ce que les dirigeants de Tokyo se convainquaient être vrai au sujet de leur ennemi, et à quel point ces certitudes se révéleraient complètement fausses. Le ministre des Affaires étrangères, Shigunori Togo, arriva au quartier général impérial à 1 heure du matin, convoqué depuis sa résidence par un coursier à moto.
Il portait un portefeuille en cuir bourré de câbles et de traductions de journaux qui affluaient au ministère des Affaires étrangères toute la nuit. Son expression disait tout à Tojo avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Togo étala des papiers sur la table de conférence comme des preuves lors d'un procès. Le premier était une traduction du New York Times, imprimée juste après le discours de Roosevelt. Le titre disait simplement « Guerre ». Mais l'article dessous portait quelque chose de plus troublant. Pas de débat, pas d'hésitation, mais une demande absolument unifiée de représailles. Dit Togo, la voix creuse. L'amiral Yamamoto se pencha, lisant par-dessus l'épaule de Tojo. Le sénateur Burton Wheeler, l'un des opposants les plus virulents à l'implication américaine, a publié une déclaration 3 heures après l'attaque. Il a promis un soutien total à l'effort de guerre et a appelé à l'unité nationale. Le doigt de Togo se déplaça vers un autre câble. Le comité America First s'est formellement dissous. Charles Lindbergh, leur porte-parole le plus en vue, s'est porté volontaire pour le service militaire. Tojo sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine. La planification de la guerre japonaise avait consacré des sections entières à la division politique américaine. Les évaluations du renseignement avaient prédit avec confiance que Roosevelt ferait face à des semaines, voire des mois, d'opposition intérieure avant toute déclaration de guerre. Cette opposition aurait dû donner au Japon le temps de consolider ses gains dans le Pacifique pour rendre l'intervention américaine futile. Demanda Tojo, même si une partie de lui ne voulait pas savoir. Togo présenta des rapports industriels. Les propriétaires d'usines à travers l'Amérique ont contacté le département de la guerre pour demander la permission de passer à des horaires de production 24 heures sur 24. Les syndicats suspendent les actions de grève. General Motors a proposé d'arrêter immédiatement toute production automobile civile. Le ministre de la guerre Gen Sugiyama, jusqu'alors silencieux, parla prudemment. Interrompit Togo, quelque chose qu'il ne faisait normalement jamais. Il plaça un câble décodé de l'ambassadeur Namura devant Sugiyama. Daté du 28 novembre, 9 jours avant notre attaque, Namura nous avertissait explicitement que l'unité américaine était sous-estimée. Il déclara qu'une attaque directe sur le territoire américain produirait une cohésion nationale immédiate et totale. La salle tomba silencieuse. Tojo prit le câble, lisant les mots précis de Namura. L'ambassadeur avait été clair, presque prophétique dans son évaluation. Pourtant, Tojo se souvenait de la conférence impériale où ce rapport avait été discuté. Le consensus avait été que Namura, ayant vécu trop longtemps en Amérique, avait été influencé par la propagande américaine. Ces avertissements avaient été rangés comme les préoccupations excessivement prudentes d'un diplomate trop proche de son sujet. Demanda Tojo doucement. Togo ouvrit un autre dossier. 17 câbles de Namura au cours des 6 derniers mois, tous exprimant des préoccupations sur la capacité industrielle américaine et le caractère national. 12 rapports de nos attachés militaires avertissant que la préparation militaire américaine était plus élevée qu'estimée. 8 évaluations d'observateurs neutres suggérant que l'isolationnisme américain était une mise en scène politique, pas une faiblesse réelle. Le secrétaire du cabinet Ossino, responsable de la compilation des résumés de renseignements pour le Conseil suprême de guerre, semblait physiquement malade. Ces rapports étaient inclus dans les évaluations complètes du Premier ministre, mais l'interprétation consensuelle fut qu'ils représentaient des points de vue minoritaires, des exceptions qui contredisaient le corps principal du renseignement. Le corps principal du renseignement que nous voulions entendre, murmura Yamamoto. La vérité s'installa dans la salle comme la cendre d'un volcan lointain. L'appareil de renseignement du Japon n'avait pas échoué à recueillir des informations précises. Il avait échoué à accepter les informations qui contredisaient des conclusions prédéterminées. Chaque évaluation suggérant la force américaine avait été réinterprétée comme une exagération. Chaque rapport indiquant l'unité américaine avait été rejeté comme temporaire ou superficiel. Tokyo avait bâti toute sa stratégie de guerre sur un renseignement confirmant ce qu'il souhaitait croire plutôt que ce qui était vrai. Tojo se dirigea vers la grande carte du Pacifique, étudiant les marqueurs montrant les avancées japonaises. La stratégie avait semblé brillante il y a 3 jours.
frapper de manière décisive, sécuriser un périmètre défensif, forcer l'Amérique à négocier depuis une position de faiblesse. Mais cette stratégie avait supposé que l'Amérique réagirait comme la démocratie faible, divisée, hésitante, décrite dans les documents de planification japonaise. Les 33 minutes prouvaient le contraire. « Messieurs, dit Tojo, toujours face à la carte, nous devons reconnaître ce qui est arrivé. Nos hypothèses sur la démocratie américaine étaient non seulement incorrectes, elles étaient l'opposé de la vérité. Nous croyons que la démocratie les rendait faibles. Nous n'avons pas compris que les nations démocratiques en paix sont lentes à la colère. Mais une fois engagées, il ne put finir la phrase. Le ministre des Affaires étrangères Togo prononça les mots. Premier ministre, Tojo resta silencieux, les yeux fixés sur la carte, calculant des distances qui soudain semblaient beaucoup plus courtes qu'elles ne l'avaient paru il y a 4 jours. À 1h du matin, Tojo fit une demande qui surprit tout le monde dans le centre de commandement. « Je veux le discours de Roosevelt, le texte original en anglais, pas la traduction. » Les traducteurs échangèrent des regards incertains. L'anglais du Premier ministre Tojo était fonctionnel, mais pas fluente. Lire un discours formel serait un travail long et laborieux. Mais il insista. « Nos traducteurs peuvent atténuer certains propos, dit Tojo. Je veux voir exactement ce que Roosevelt a dit au peuple américain. » 20 minutes plus tard, la transcription originale arriva, livrée par un coursier diplomatique depuis la station de surveillance du ministère des Affaires étrangères. Tojo s'assit seul à la table de conférence, lisant lentement, son doigt suivant chaque ligne. Les officiers dans la salle l'observaient en silence, remarquant les changements subtils d'expression à mesure qu'il parcourait l'allocution de 7 minutes. Les planificateurs militaires japonais s'attendaient à ce que Roosevelt suive le schéma familier des dirigeants démocratiques. Langage conditionnel, appel à la raison, engagement prudent laissant place à la négociation. Au lieu de cela, Tojo trouva quelque chose de complètement différent. Hier, le 7 décembre 1941, date qui vivra dans l'infamie. Tojo s'arrêta, relut la phrase. Pas pourrait vivre ou pourrait être rappelé, mais vivra. Roosevelt parlait comme s'il pouvait voir l'avenir avec une certitude absolue, comme si le jugement historique était rendu et qu'il ne faisait que le rapporter. Le discours ne contenait aucune discussion sur des termes de paix, aucune mention de médiation, aucune suggestion que des solutions diplomatiques restaient possibles. Roosevelt avait consacré exactement une phrase à expliquer la tromperie diplomatique japonaise, puis était passé immédiatement à la liste des attaques. Pearl Harbor, Malaisie, Hong Kong, Guam, Philippines, Wake Island, Midway. La liste était délibérée, méthodique, comme un acte d'accusation légale. Chaque lieu une charge distincte. Chaque attaque était une preuve supplémentaire de culpabilité nécessitant un jugement. Mais ce qui glaça Tojo était ce que le discours ne contenait pas. Il n'y avait pas de colère au sens traditionnel, pas d'explosion émotionnelle, aucune perte de sang-froid. Au contraire, les mots de Roosevelt portaient quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un froid absolu, une certitude totale. Le ton d'un homme qui avait déjà décidé du résultat et qui l'expliquait simplement aux autres. Peu importe combien de temps il faudra pour surmonter cette invasion préméditée, le peuple américain dans sa puissance juste gagnera jusqu'à une victoire absolue. Victoire absolue. Pas une paix négociée. Pas un retour au statu quo. Pas des objectifs limités. Victoire absolue. L'amiral Yamamoto entra dans le centre de commandement à 1h du matin, convoqué depuis le bâtiment de l'état-major naval de l'autre côté de la place. Tojo lui tendit le discours sans dire un mot. Yamamoto le lut debout, son visage devenant de plus en plus grave à chaque paragraphe. Lorsqu'il eut fini, Yamamoto posa doucement les papiers comme s'ils pouvaient exploser. Tojo leva les yeux vivement. Dans les temps anciens, quand les seigneurs japonais déclaraient une guerre absolue, un conflit où aucune négociation n'était envisagée, aucune pitié offerte, ils s'exprimaient ainsi, énonçant des résultats comme s'ils étaient déjà survenus. Roosevelt ne demande pas le soutien du peuple américain. Il l'informe d'une décision déjà prise. Yamamoto fit une pause. Le ministre des Affaires étrangères Togo avait écouté depuis la porte.
Le discours fut diffusé à l'échelle nationale sur toutes les chaînes de radio. Les premières estimations suggèrent que 60 millions d'Américains l'ont entendu en direct, la plus grande audience de l'histoire de la radio américaine. Quelle fut leur réponse ? Demanda le ministre de la Guerre Sugiyama. Les bureaux de recrutement furent submergés dans les heures suivant le discours. À New York, les volontaires faisaient la queue autour des pâtés de maison. Des rapports similaires provenaient de Chicago, Los Angeles et toutes les grandes villes. Togo consulta ses notes. Les réseaux américains diffusent le discours en boucle. Les journaux impriment le texte complet. Ce n'est pas traité comme un discours politique, mais comme un document historique. Tojo retourna au texte en anglais, relisant la conclusion. Roosevelt avait terminé avec 3 courtes phrases, chacune un coup de marteau. La simplicité était dévastatrice. Pas d'enjolivure rhétorique, pas d'appel à des principes abstraits. Seulement des faits simples énoncés avec la confiance d'une nation qui a cessé de débattre pour commencer à décider. Dit Tojo doucement, fixant encore le papier. Il ne leur demande pas d'accepter, il les prépare, comme si l'endurance américaine n'était pas une question à débattre, mais une ressource à déployer. 60 million citizens hearing the same message simultaneously. Recruitment stations overwhelmed. A nation of 130 million people moving in the same direction at the same time. Japanese strategy had assumed American democracy meant division, debate, hesitation. Instead, democracy had produced something Japan's military planners never anticipated: instant total mobilization of national will. Tojo folded the speech slowly, precisely, and placed it on the conference table. He said nothing. Around him, the command center fell into a suffocating silence that felt like the air being drawn out of the room. Outside, dawn was breaking over Tokyo, but in the underground bunker, something darker than night had settled over Japan's leadership, the growing understanding that they had misjudged not just American capability, but American character itself. Le 9 décembre, matin. The morning intelligence briefing brought reports that transformed strategic concern into existential dread. Intelligence Colonel Makoto Onodera stepped to the front of the command center, his hands full of decoded cables from Japanese agents stationed along the American West Coast. His face carried the expression of a man delivering a medical diagnosis he knew was terminal. Tojo leaned forward, explained spontaneously. Ona placed a decoded message on the table. He reports that major corporations are bidding against each other for military contracts. Not waiting to be asked, Prime Minister competing for the opportunity. Gentlemen, I need to revise our projections for American war production. Our previous estimates assumed American industry would require 8 to 12 months to transition from civilian to military production. These estimates were based on World War I conversion timelines and assumed significant political delays. Current intelligence suggests we were catastrophically wrong. American factories are not building military capability from nothing. The infrastructure already exists, they are simply activating it. How long for initial output? 6 to 8 weeks. For full capacity, 4 to 5 months. American aircraft production, which currently stands at approximately 2,000 military aircraft per month, could double within 90 days. Their shipyards are preparing for continuous production. We estimate they could launch 1 cargo vessel every 2 days once full mobilization is achieved. 1 cargo vessel every 2 days. That's impossible. No nation in history has had America's industrial base, or their manufacturing techniques, or their resource access. General Motors operates 110 factories across America. Ford has 40 major facilities. Chrysler has 28. These companies mass-produce automobiles using assembly line methods perfected over decades. Converting those techniques to military production does not require building new capacity. It requires changing what moves down the assembly line. Our entire strategy assumed American hesitation would give us time. Yes, Prime Minister, how much time do we actually have? If current mobilization speeds are accurate, American military production will surpass Japan's total capacity within 4 months. Within 8 months, they will be outproducing us by margins that make numerical comparison meaningless. Foreign Minister Togo looked physically ill. Our war plans assumed we would secure our defensive perimeter and force America to accept negotiations rather than face years of costly offensive operations. Those plans assumed America would take a year to mobilize, Yamamoto said softly. They are mobilizing in weeks.
The admiral walked to the map wall, studying the markers showing Japanese territorial gains. I tried to explain this before Pearl Harbor. American industrial capacity is not theoretical, it exists fully formed right now. They produce more steel in 1 month than Japan produces in a year. Their petroleum reserves are effectively unlimited compared to ours. Their automobile production alone exceeds our entire industrial output. He turned to face Tojo directly. Prime Minister, Americans do not lack capability, they simply lacked a reason to use it. We have given them that reason. Intelligence continued to arrive throughout the morning, each report adding detail to a picture that was becoming unbearably clear. Aircraft factories requesting steel allocations for expanded production, tire manufacturers converting to military rubber products, textile mills preparing for uniform production, machine tool companies prioritizing military orders. But what struck Tojo most forcefully was the speed. No bureaucratic delays, no political debates about economic disruption, no resistance from business owners worried about profit margins. American industry was converting to total war production with a velocity that suggested the capability had been waiting dormant for exactly this moment. At 1100, Tojo stood and walked to the map showing the Pacific Theater. Japan's conquests looked impressive. Philippines, Malaya, Hong Kong, scattered island chains. Territory that had taken thousands of Japanese lives and represented the culmination of decades of military planning. But if America could convert its industrial base in weeks rather than months, if they could produce ships faster than Japan could sink them, aircraft faster than Japan could destroy them, then all this territory was not an achievement, it was a trap. Japan had extended itself across the Pacific at the exact moment when America stopped holding back. Tojo felt cold sweat on his palms despite the bunker's temperature. The sleeping giant Yamamoto had warned about was not a metaphor. It was an accurate description of the world's largest industrial economy that had been choosing restraint, and Japan had ended that restraint with its own hand. Le 10 décembre, après-midi. Intelligence Colonel Anoda returned to the command center with reports from the Kwantung Army in Manchuria. What he described forced Tojo to confront a dimension of strategic failure he hadn't yet considered. Prime Minister, our observers along the Soviet border are reporting unusual activity, or rather, unusual lack of activity. Tojo looked up from the production estimates he'd been reviewing. Clarify. Soviet forces in the Far East are not reinforcing. For the past 18 months since the border conflicts at Khingan, Moscow has maintained elevated readiness along our Manchurian frontier. Intelligence estimated they had 30 divisions positioned to counter potential Japanese aggression. Onodera paused. As of December 8th, those forces have begun standing down. Admiral Yamamoto stood abruptly. Standing down during wartime, not withdrawing entirely, but reducing alert status. Our signals intelligence indicates Soviet commanders are receiving orders to maintain defensive postures only, no offensive preparations, no mobilization indicators. Foreign Minister Togo understood immediately. His face went pale. Stalin is relieved. Explain, Tojo demanded. Togo walked to the massive wall map showing the entire Eurasian continent. His finger traced the line from Moscow westward to the German front, then eastward to Manchuria. The Soviet Union has been fighting a two-front nightmare since Germany invaded in June. Their greatest strategic fear was that Japan would attack from the east while they were engaged in the west. Stalin has kept substantial forces in Siberia for exactly that contingency. His finger stopped at Pearl Harbor's marked position. We just solved his problem. By attacking America instead of the Soviet Union, we have guaranteed Stalin can focus everything on Germany. We have eliminated his strategic dilemma. The implications settled over the room like a physical weight. War Minister Sugiyama added the next piece. Germany is equally pleased. They have been pressuring us for months to enter the war against Britain and America. They welcome any action that draws American attention away from Europe. But they provide no material support, Yamamoto said quietly. Germany benefits from our war with America, but accepts no burden from it. Tojo stood motionless, staring at the map. The tripartite pact between Japan, Germany and Italy had been signed with great ceremony in September 1940.
It was supposed to represent a united front, an alliance that would reshape the global order. Japanese propaganda had celebrated it as proof that Japan was not alone, that the Axis powers would stand together against their enemies. But the reality crystallizing before him was entirely different. Germany wanted Japan to fight America, so America couldn't help Britain. The Soviet Union was grateful Japan attacked America because it meant Japan wouldn't attack them. Italy was barely relevant, struggling in North Africa and the Mediterranean. Japan stood alone. Assess our strategic position honestly, Tojo said, his voice barely above a whisper. Remove all optimistic assumptions. What is our actual situation? Intelligence Colonel Anoda consulted his notes, but his words came slowly, carefully. Prime Minister, Japan is now engaged in total war with the United States, which possesses industrial capacity 10 times our own. We maintain hostile relations with the Soviet Union, which pins down forces in Manchuria. We are occupying China, which requires 800,000 troops to maintain control. Our German allies are focused entirely on Europe and provide no material support for Pacific operations. Cabinet Secretary Hosino added what everyone was thinking. Our offensive has solved everyone else's strategic problems while creating an unsolvable one for ourselves. We assumed our actions would reshape the global balance of power in our favor. Instead, we have simplified the strategic situation for everyone else. Germany no longer worries about American neutrality. The Soviets no longer fear a two-front war. China sees an ally with unlimited resources entering the conflict, and we face the world's greatest industrial power with no meaningful allies. Yamamoto finished. Tojo's hands gripped the edge of the map table. In his mind, a phrase formed, terrible in its clarity. We have not changed history in our favor. We have simplified it for our enemies. The strategy had seemed brilliant in planning: secure resources through territorial conquest, force America to accept negotiated peace rather than fight across the Pacific, rely on the Axis alliance for diplomatic and strategic support. But every assumption had been wrong. Resources required years of development Japan didn't have. America had refused negotiation and mobilized for total war. And the Axis alliance was a fiction, each power pursuing its own interests, grateful that Japan had volunteered to absorb American military attention alone. After the briefing concluded, Tojo remained at the map table. His staff had departed, leaving him alone with the enormous display showing the entire Eurasian landmass and Pacific Ocean. His eyes traced from Tokyo eastward across the vast Pacific to America's industrial heartland, then westward across China and the Soviet Union to Germany's European front. Japan occupied the eastern edge of this enormous map, a small island nation surrounded by enemies or indifferent allies, now committed to total war against a continental power it could not outlast. In his mind, Japan's territorial holdings were already shrinking, collapsing inward toward the home islands like a dying star. Le 11 décembre, matin. The imperial messenger arrived at Tojo's office with a simple summons. His Majesty requests your presence. No time specified, no agenda provided, just the request itself, which functioned as a command no Japanese subject could refuse. Toyo arrived at the imperial palace à l'aube, walking through corridors he'd traversed dozens of times as prime minister. But today the familiar path felt different, as though he were approaching judgment rather than consultation. The imperial secretary led him to a private chamber in the palace's inner sanctum, a room reserved for conversations meant to remain beyond the reach of official record. Emperor Hirohito sat in traditional dress, his posture formal but his expression unreadable. The secretary positioned himself in the corner with brush and paper, ready to document what would be said. Ces détails troublaient Tojo. L'empereur voulait que cette conversation soit conservée. Premier ministre. La voix d'Hirohito était dépourvue d'intonation. 4 jours s'étaient écoulés depuis l'attaque de Pearl Harbor. Les rapports militaires indiquaient que le succès tactique avait dépassé les attentes. Pourtant, vous semblez accablé. Je souhaite comprendre pourquoi. Tojo s'inclina formellement, les mains posées sur ses cuisses. Pendant un moment, il ne put parler, ne trouvant pas de mots adéquats pour expliquer l'effondrement de la certitude qu'il avait ressenti dans le centre de commandement souterrain. Votre Majesté, l'attaque a atteint tous les objectifs tactiques. 6 cuirassés américains détruits ou gravement endommagés. Leur flotte du Pacifique paralysée. Des centaines d'avions éliminés.
Nos forces ont subi des pertes minimales. Selon toutes les mesures militaires, Pearl Harbor fut une victoire décisive. Il fit une pause, luttant avec ce qui allait suivre. Mais la réponse américaine a révélé des hypothèses dans notre planification qui étaient fondamentalement incorrectes. L'expression de l'empereur ne changea pas. Quelles hypothèses? Nous pensions que l'Amérique était politiquement divisée. Votre Majesté, notre renseignement indiquait de puissants mouvements isolationnistes, une forte opposition au conflit outre-mer, un système démocratique qui nécessiterait des semaines ou des mois de débat avant d'agir avec décision. La voix de Tojo resta stable grâce à l'entraînement et à la discipline, bien que ses mains commençaient à trembler. Le Congrès des États-Unis a déclaré la guerre en 33 minutes. Pas 33 heures, ni 33 jours. 33 minutes de vote quasi unanime. Hirohito se pencha légèrement en avant. La réponse américaine correspondait-elle à vos attentes? La question était simple, directe, impossible à éluder. Tojo sentit 4 jours de peur accumulée se cristalliser en ce moment unique de vérité devant son empereur. Non, Votre Majesté, elle ne correspondait à aucune de nos attentes. Les mots vinrent plus vite maintenant, comme si un barrage venait de céder. Nous avions prédit la paralysie. Nous avons trouvé l'unité instantanée. Nous avions prédit la division politique. Nous avons trouvé la cohésion nationale. Nous avions prédit l'hésitation industrielle. Nous avons trouvé une mobilisation immédiate. Le discours du président Roosevelt ne contenait aucune discussion sur la négociation, aucun langage diplomatique, aucune suggestion d'objectifs limités. Il parlait de victoire absolue avec la certitude d'un homme énonçant un fait historique. Les mains de Tojo tremblaient de façon visible maintenant. Il les pressa plus fort contre ses cuisses, essayant de contrôler le tremblement par la force de la volonté. Nous pensions que la démocratie américaine les rendait faibles, que leur amour de la paix indiquait un manque d'esprit martial, mais nous avons manqué de comprendre une vérité fondamentale, Votre Majesté. Les nations démocratiques en temps de paix sont lentes à se mettre en colère. Mais une fois réveillées, elles possèdent des ressources et une unité que nous n'avions jamais anticipées. La voix d'Hirohito s'arrêta. Une fois réveillées, elles possèdent des ressources et une unité que nous n'avions jamais anticipées. L'empereur resta silencieux, les yeux fixés sur le visage de Tojo. Ce silence était plus terrible que toute question. Votre Majesté, je dois parler d'une vérité difficile. Nous avons remporté une grande victoire tactique à Pearl Harbor, mais stratégiquement, nous avons peut-être commis une erreur irréversible. Nous n'avons pas paralysé l'Amérique, nous les avons unifiés. Nous n'avons pas découragé leur entrée en guerre. Nous leur avons donné une clarté d'objectif. Nous n'avons pas affaibli leur résolution. Nous leur avons donné la permission d'utiliser toutes leurs forces. Le secrétaire impérial traçait ces mots sur le papier, enregistrant chaque mot. Tojo savait que ces phrases existeraient dans les archives du palais tant que l'Empire survivrait. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Les usines américaines se convertissent à la production de guerre en semaines, pas en mois. Leurs centres de recrutement sont débordés de volontaires. Leur capacité industrielle, que nous pensions lente à mobiliser, existait déjà. Ils choisissaient simplement de ne pas l'utiliser. Nous avons mis fin à cette retenue. La voix de Tojo chuchota presque. Votre Majesté, je crains que nous ayons initié un conflit que nous ne pouvons pas contrôler. Notre stratégie supposait une faiblesse américaine. Nous avons découvert une retenue américaine. Et la retenue, une fois levée, révèle des capacités que nous ne sommes pas prêts à affronter. Les mots qu'il n'avait pas pu prononcer dans le centre de commandement, la peur qu'il avait refoulée pendant 4 jours de briefing, émergèrent enfin. Nous leur avons donné la clarté, pas le découragement. Ses mains tremblaient si violemment qu'il ne pouvait plus le cacher. Un Premier ministre, architecte de la stratégie de guerre du Japon, tremblant devant son empereur, tout en admettant que le plus grand pari militaire de l'histoire japonaise pourrait avoir garanti la destruction de la nation. L'empereur Hirohito l'étudia longuement. Quand il parla enfin, sa voix ne portait ni colère ni jugement, juste un calme terrible. « Que recommandez-vous » Tojo n'eut pas de réponse. La question flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à dissiper. Recommander ? Le Japon était engagé. Les forces américaines arriveraient bientôt en force. La mobilisation industrielle avait commencé et ne pouvait être arrêtée. Les 33 minutes avaient déjà déterminé la trajectoire.
Votre Majesté, je recommande que nous nous préparions à un conflit plus long que prévu initialement. La résolution américaine semble plus profonde que ce que notre renseignement suggérait. Ce fut une réponse inadéquate, et tous deux le savaient. L'empereur hocha la tête une fois, un geste qui pouvait signifier compréhension, rejet ou simple reconnaissance de la réalité. Aucun des deux ne pouvait changer. Vous pouvez partir. Tojo se leva, s'inclina profondément et recula vers la porte. En traversant les couloirs du palais en direction de sa voiture, il sentit le poids de ce qu'il venait d'avouer. En 4 jours, la certitude s'était transformée en doute. La confiance s'était effondrée en peur. Et la guerre que le Japon avait commencée avec un tel soin s'étendait maintenant devant eux comme un tunnel sombre sans fin visible. Le soleil d'hiver pendait bas sur Tokyo, mais Tojo ne ressentait aucune chaleur, seulement la froide reconnaissance des conséquences désormais irréversibles. Le 15 décembre, 15 heures. La conférence du personnel se réunit dans le centre de commandement souterrain, avec une atmosphère qui avait évolué du choc à une acceptation sombre. L'amiral Yamamoto se tenait à la table de briefing, entouré de rapports de renseignements accumulés pendant 8 jours de mobilisation américaine. « Messieurs, je présente l'évaluation actuelle sans langage diplomatique. Vous méritez la clarté. » Yamamoto étala des photographies sur la table. Images prises par des agents japonais dans des villes américaines. De longues files d'attente devant les centres de recrutement militaire. Des ouvriers d'usine entrant dans des installations sous des projecteurs nouvellement installés pour les équipes de nuit. Les gros titres de journaux réclamant vengeance. Le recrutement militaire américain a dépassé toutes les projections. Rien qu'à New York, 15 000 hommes se sont portés volontaires dans les 48 premières heures. Des chiffres similaires à Chicago, Los Angeles et Philadelphie. Les centres de recrutement fonctionnent 24 heures sur 24 et ne peuvent toujours pas traiter le volume. Il passa aux statistiques de production. La production industrielle s'accélère au-delà de nos estimations révisées. Boeing a livré 50 avions militaires cette semaine, un record en temps de paix qu'il prépare déjà à doubler. Les chantiers navals qui construisaient auparavant un navire par mois se préparent à des lancements hebdomadaires. Le ministre de la Guerre Sugiyama étudia les photographies. Qu'en est-il du moral des civils ? Une fois la réalité de la guerre installée, une fois les pertes arrivant, le moral civil se durcit, ne se fracture pas. La voix de Yamamoto portait une certitude absolue. Les campagnes d'obligation de guerre dépassent les objectifs. Les programmes de rationnement sont mis en œuvre volontairement. Les femmes se portent volontaires pour le travail en usine. Chaque indicateur suggère que la société américaine s'unifie davantage, ne se divise pas. Le ministre des Affaires étrangères Togo confirma par les canaux diplomatiques. Des observateurs neutres à Washington rapportent quelque chose d'inédit. L'opposition politique à la guerre a effectivement cessé d'exister. Républicains et démocrates rivalisent pour démontrer leur engagement envers la victoire. L'unité est totale. Tojo était resté silencieux pendant tout le briefing, mais il parla doucement maintenant. « Amiral, avant Pearl Harbor, vous nous avez avertis. Je me souviens de vos mots exacts. Répétez-les maintenant. » L'expression de Yamamoto ne montrait aucune satisfaction d'avoir eu raison, seulement une profonde tristesse. J'ai dit, Saint Tojo, les mains de Yamamoto reposaient sur les rapports de renseignement. Il fit une pause, regardant directement Tojo. Le 20 décembre apporta l'évaluation finale complète du renseignement. Le chef du renseignement, le colonel Onodera, la présenta à 6 heures du matin. Son visage portait l'expression d'un médecin délivrant un diagnostic terminal. Premier ministre, ce rapport synthétise 2 semaines d'observation à travers tous les canaux de renseignement. Je vais résumer les principales conclusions. Il ouvrit le document, lisant des passages sélectionnés. Les campagnes d'obligation de guerre américaines ont recueilli 1,3 milliard de dollars, dépassant les objectifs gouvernementaux de 40%. La production des usines a augmenté de 23% en 2 semaines. Les volontaires militaires continuent à un rythme qui suggère un engagement public soutenu. Plus significativement, le moral civil américain ne montre aucun signe d'érosion. Là où nous avions prédit une lassitude de guerre, nous avons observé une détermination croissante. La conclusion du rapport occupait une seule page. Onodera la lut lentement, chaque phrase frappant comme un coup physique. La stratégie japonaise supposait que la démocratie américaine créait faiblesse, division, débat, incapacité à soutenir les conflits longs. 2 semaines d'observation imposent une révision de cette évaluation. Les démocraties en paix sont en effet lentes à se mobiliser.
Elles débattent, elles hésitent, elles préfèrent la négociation au conflit. Mais les démocraties en guerre, une fois pleinement engagées, prouvent capables d'une mobilisation totale que les systèmes autoritaires ne peuvent égaler. Elles se battent non par contrainte, mais par une véritable unité nationale. Ona leva les yeux de la page. L'évaluation conclut que la capacité industrielle américaine combinée à l'unité nationale démontrée crée une situation où la victoire japonaise devient mathématiquement impossible, indépendamment de la brillance tactique ou du sacrifice. Le centre de commandement absorba cela dans un silence absolu. 2 semaines de renseignements accumulés, d'innombrables rapports de multiples sources, tous arrivant à la même conclusion inéluctable. Tojo prit le rapport, lisant lui-même le dernier paragraphe. Les mots étaient cliniques, précis, dévastateurs. Nous n'avons pas attaqué une nation faible. Nous avons attaqué une nation pacifique. La rapidité de leur déclaration, 33 minutes, révèle que nous avons mis fin à leur paix. Ce que nous affrontons maintenant est quelque chose que notre planification de guerre n'a jamais anticipé. La puissance industrielle américaine déployée avec l'unité démocratique de but. Il posa le rapport doucement, ses mains désormais stables. Le tremblement qu'il avait tenté depuis le 8 décembre s'était arrêté, remplacé par une clarté terrible. Les 33 minutes furent notre défaite, dit doucement Tojo. Les officiers présents échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Ils comprenaient. Le vote du Congrès n'était pas simplement une formalité. Ce fut le moment où la retenue américaine se transforma en engagement américain. Tout ce qui suivit, la mobilisation industrielle, la montée en recrutement, la détermination publique renforcée, fut inévitable une fois ces 33 minutes passées. Yamamoto parla dans le silence. Le succès tactique de Pearl Harbor nous a condamnés stratégiquement. Nous avons détruit des navires que nous pouvions compter. Nous avons réveillé une capacité que nous ne pouvions mesurer. Tojo se leva, marchant une dernière fois vers le mur de la carte. Les marqueurs montrant les conquêtes territoriales japonaises avaient maintenant une autre apparence. Pas comme des exploits, mais comme une surextension. Pas comme une profondeur stratégique, mais comme des cibles. Tout ce territoire, toutes ces forces éparpillées à travers le Pacifique semblaient soudain fragiles face à la marée industrielle désormais en cours d'amplification en Amérique. Combien de temps demanda Tojo, toujours face à la carte, Premier ministre. Le colonel Onodera n'était pas certain de ce qu'il demandait. Combien de temps avant que la capacité de production américaine rende notre résistance insignifiante? Pas en termes politiques ou d'évaluation du moral, juste en mathématiques. Onodera consulta ses projections. 18 à 24 mois. Une fois que leurs usines atteindront la pleine production de guerre, ils nous surpasseront dans chaque catégorie par des marges rendant les victoires tactiques sans importance. 2 ans, peut-être moins. Le résultat de la guerre ne se décidait pas encore dans des batailles à venir. Il avait été décidé dans ces 33 minutes où l'Amérique a cessé de débattre pour commencer à décider. Toyo resta devant la carte, sa silhouette sombre contre les marqueurs colorés montrant l'empire pacifique japonais. Dehors, Tokyo se préparait pour la soirée. Mais dans le centre de commandement souterrain, les hommes qui dirigeaient l'effort de guerre japonais avaient enfin affronté la vérité qu'ils évitaient depuis le 8 décembre. Ils avaient tout misé sur la faiblesse américaine. Ils avaient trouvé la retenue américaine. Et les 33 minutes avaient levé cette retenue pour toujours.